Dans ce premier module de thermodynamique, j'aimerais vous parler un peu d'équations d'état, ou plutôt tout d'abord de variables d'état thermodynamique, et puis d'équations d'état thermodynamique. Mais avant de le faire, laissez-moi tout d'abord parcourir les trois ou plutôt quatre lois de la thermodynamique. On parle de trois lois de thermodynamique, on parle de la première loi, deuxième loi et troisième loi la plupart du temps, mais en fait il y a une autre loi appelée loi zéro de la thermodynamique. La loi des zéro définit la température. Plus tard, vous allez apprendre la première loi, que c'est une loi de conservation de l'énergie. Euh, Ensuite, la deuxième loi régit la direction naturelle des transformations et finalement, la troisième loi gouverne la question de l'entropie de substances au zéro absolu. Mais pour pouvoir parler de tout ça, il fallait tout d'abord s'entendre sur la définition de la température. Et ça, c'est établi par la loi zéro de thermodynamique. Alors, que dit la loi, le principe zéro, ou bien la loi zéro de la thermodynamique? Eh bien, ça dit que la température est le paramètre qui gouverne un nouveau type d'équilibre qui est appelé équilibre thermique. On dit que c'est un nouveau type d'équilibre parce qu'on n'a pas, évidemment, encore établi les principes, les idées de la thermodynamique. Donc, on ne parle pas encore de ce que c'est que la chaleur et tout qui sous-tend l'idée d'équilibre thermique. Alors, la température est le paramètre qui régit cet équilibre, tout comme la pression est le paramètre qui régit l'équilibre mécanique. Le panneau de gauche de cette diapositive nous rappelle ça. Quand si vous avez, par exemple, un gaz qui est emprisonné dans les deux portions de ce cylindre-là, et le cylindre est muni d'un piston ou bien d'une paroi amovible. Alors, ce piston, ce paroi amovible, va se déplacer vers la droite si la pression à gauche est plus élevée que la pression à droite. De même, si la pression à droite est plus élevée que la pression à gauche, eh bien, le piston va se déplacer vers la gauche. Quand est-ce qu'il n'y a pas de déplacement de ce piston? Eh bien, quand la pression est égale de part et d'autre. Et ça, on voit donc que ça établit la pression comme étant le paramètre qui régit l'équilibre mécanique. On a équilibre mécanique entre deux parties si les deux parties ont même pression. Alors de même, on a la situation suivante. Si vous avez deux corps, un corps chaud et un corps froid, eh ben, il va y avoir écoulement d'énergie sous une certaine forme. Cette forme, vous allez apprendre plus tard que c'est la chaleur quand il y a des équilibres dits thermiques. La différence de température dénote un déséquilibre thermique et qui entraîne un flux d'énergie sous forme de chaleur du corps chaud au corps froid. Et on a égalisation de la température, ou plutôt on a équilibre thermique, c'est-à-dire aucun flot d'énergie de ce type-là quand les deux corps sont à la même température.
Donc, la température est le paramètre qui régit l'équilibre thermique. La température est mesurée en Kelvin, en thermodynamique. Il y a différentes échelles de température, mais la température absolue est mesurée en Kelvin. Alors, la figure au centre rappelle une chose, c'est l'associativité, ou bien la transitivité plutôt, je m'excuse, la transitivité de l'équilibre, que ça soit mécanique ou bien thermique, entre différents cas. Donc si A et B est en équilibre, et B et C à leur tour sont en équilibre, eh bien, cela implique forcément que A et C sont aussi en équilibre. Alors avec ça, on est prêt à parler un peu des concepts de base de la thermodynamique. Et parmi ces concepts-là, il y a tout d'abord le concept d'état thermodynamique qui est défini par la valeur d'un petit nombre de variables macroscopiques qui sont appelées variables d'état. Alors, on parle de température comme variable d'état, la pression est aussi une variable d'état, le volume, et finalement, le dernier type de variable d'état, c'est les variables qui définissent la composition du système. Ça peut être des fractions molaires, ça peut être des concentrations, ça peut être des pressions partielles, ou bien ça peut être aussi des masses de différents corps constituant le système. Alors, il y a plusieurs façons de spécifier la composition, mais toujours est-il que, tout d'abord, il existe des variables de ce type-là de composition et ensemble avec la température, la pression et le volume, et elles constituent les variables d'état qui spécifient, dont la donnée spécifie de façon précise un état dit état thermodynamique. En fait, c'est un état d'équilibre, dans le sens qu'au sein du système, il n'y a pas de gradient de température, de pression qui implique un flot dans le temps. D'accord? Donc, la température, la pression et la composition est distribuée de façon définie, de façon homogène sur l'ensemble, sur toute l'extension du système thermodynamique. Alors, ces variables thermodynamiques, température, pression, volume et composition, sont exprimées en des unités qui peuvent varier d'un contexte ou bien d'un problème à l'autre. Par exemple, la température. Dans la vie courante, on la donne en degrés Celsius ou bien en degrés Fahrenheit. Mais en thermodynamique, on va utiliser la température absolue exprimée en Kelvin. La pression est exprimée en Pascal dans le système international, mais ça peut être aussi exprimé en atmosphère. C'est probablement l'unité de pression qu'on nomme ou utilise le plus souvent dans la vie courante que le Pascal. Une autre unité de pression, c'est le bar, et une autre, c'est le torr. Alors vous avez ces relations entre les différentes unités
de pression. Un bar vaut 10 à la 5 pascal, donc c'est une relation très simple. Mais une atmosphère vaut presque la même chose, c'est-à-dire presque un bar, sauf qu'en pascal, ce n'est pas exactement 10 à la 5, mais 1,01325 10 à la 5 pascal. Le volume s'exprime très souvent dans la vie courante, en litres, mais l'unité internationale d'un volume est évidemment le mètre cube. Alors, la concentration, quand on pense à la composition, plutôt quand on pense à la composition des substances dans un système chimique, par exemple, s'exprimerait en mol par litre ou bien en mol par mètre cube. Maintenant, si on passe à des propriétés thermodynamiques, comme l'énergie, eh bien, c'est exprimé en joules ou kilojoules par mol. Ça, c'est des unités internationales dans le système international. Mais il existe aussi d'autres unités d'énergie. Le kilocalorie, ou bien le litre atmosphère, ou bien même l'électronvolt. Finalement, avant de continuer avec les concepts de base de la thermodynamique, laissez-moi finalement vous parler d'une dernière quantité qu'on voit apparaître souvent en thermodynamique, en particulier dans la discussion qui va suivre très bientôt là, hein, sur les gaz, surtout les gaz parfaits, et c'est la constante, appelée constante des gaz précisément, grand R, qui vaut 8,31451 en joule 20-1 par mol dans le système d'unité internationale. Mais ça peut être aussi exprimé en litres atmosphère si on utilise l'unité litre atmosphère pour une énergie, n'est-ce pas? Fois 20-1 fois mol-1. Selon le cas, la constante des gaz parfaits prend des valeurs différentes. En litres atmosphère, c'est ceci, tandis qu'en SI, en joule 20-1 par mol, c'est 8,3 et quelque chose, joule 20-1 par mol. Alors finalement, laissez-moi profiter de l'occasion pour vous introduire cette constante Kb, qui est appelée constante de Boltzmann. Alors la constante de Boltzmann n'est rien d'autre que la constante des gaz parfaits ramenée à une molécule. La constante des gaz parfaits est une quantité molaire. Voyez-vous, son unité c'est joule, qui est énergie par unité de température, mais par mol. Donc c'est une quantité molaire. Si on divise ça par le nombre d'Avogadro qui s'exprime en mol-1, c'est le nombre de molécules par mol, eh bien, on obtient une quantité équivalente de la même constante, mais au niveau moléculaire. Et cette constante des gaz au niveau moléculaire est appelée constante de Boltzmann. Alors retournons à la diapositive de tout à l'heure. On avait défini tout à l'heure les variables d'état qui sont utilisées pour spécifier l'état thermodynamique d'un système, d'un corps. Alors, il y a toujours une équation appelée équation d'état qui relie ces quatre types ou bien ces quatre variables d'état. Et cette équation, c'est quoi? Eh bien, c'est l'équation constitutive du système qui définit la constitution du système.
Si le système est un corps très complexe, eh bien, cette équation peut être tellement complexe qu'on ne peut pas l'écrire, qu'on ne connaît pas. Mais, en principe, cette équation existe. Au moins, on peut affirmer l'existence d'une telle équation d'état, même si on ne peut pas l'écrire. Et cette équation est une relation entre les 4 types de variables d'état, faisant en sorte que de ces 4-là, il y a toujours une qu'on peut considérer comme dépendant des 3 autres. Donc, en d'autres termes, parmi toutes ces variables d'état, il n'y a que 3 types, par exemple T, P et V, qui sont indépendants, ou bien T, V et N qui sont indépendants, et la dernière variable est dépendante des autres. L'équation d'état la plus simple est très bien connue, c'est cette équation-là. PV égale nRT, c'est l'équation d'état de gaz parfait. Alors, la chose à retenir ici, avant que l'on passe à la discussion des gaz, puisqu'on est en train de mentionner l'équation des gaz parfaits ici, c'est le fait de l'existence de cette équation constitutive du système, qui est une relation entre ces variables d'état, faisant en sorte qu'il y a toujours une qu'on peut considérer comme dépendante des autres. Donc si on considère qu'il y a 4 variables d'état, T, P, V et N, il n'y aurait que 3 qui sont vraiment indépendants, et la dernière est dépendante des autres. Et cette équation constitutive est appelée équation d'état. Elle existe, peu importe le système. Simple comme un gaz parfait en particulier, ou bien complexe comme le corps humain par exemple, ou bien encore l'univers. Alors l'équation d'état de gaz parfait a été établie expérimentalement par des scientifiques du XVIIe jusqu'au XIXe siècle, qui établissent lentement des différents aspects qui, regroupés tous ensemble, donnent l'équation d'état PV égale nRT. Tout d'abord, à volume constant, Charles et Gay-Lussac ont trouvé que la pression est toujours proportionnelle à la température. De sorte que, pour chaque valeur fixée du volume, si l'on porte la pression en fonction de la température, graphiquement, eh bien, on obtient toujours une droite. Et cette droite a une pente qui augmente quand le volume décroît. Donc, ça monte dans ce sens, ça monte quand le volume décroît là. De même, si on porte le volume en fonction de la température, et ce, à pression constante, eh bien, on obtient aussi une droite, et la pente de cette droite dépend de la valeur de la pression comme paramètre, de sorte que cette pente augmente quand la pression diminue. Et si on extrapole toutes ces droites-là pour les différentes valeurs de la pression à des températures de plus en plus faibles, eh bien, éventuellement, on trouve que toutes ces droites convergent vers le même point et ça correspond, ce point-là correspond à ce que l'échelle
de température à la température au zéro absolu, moins 273 degrés C. Donc, la température absolue mesurée en Kelvin, dont le zéro est le point où se joignent toutes ces droites-là par extrapolation. Et ce même zéro, donc le zéro Kelvin, la température zéro absolue, le zéro absolu dans l'échelle de température absolue, en Kelvin, c'est moins 273, en fait, moins 273,15 pour être précis, degrés C. Maintenant, si l'on regarde comment la pression varie en fonction du volume à température constante, donc la température cette fois-ci est un paramètre, eh bien on trouve que pour obtenir une droite, il faut porter la pression non pas en fonction directement du volume, mais en fonction de l'inverse du volume. Donc, P varie en proportion inverse du volume et la pente de ces droites que l'on obtient en portant la pression en fonction de 1 sur le volume augmente avec la température qui augmente aussi. Alors, au lieu de porter la pression en fonction de 1 sur V, si on la porte maintenant en fonction de V directement, eh bien évidemment on n'obtiendrait pas des droites, mais on obtient des courbes comme ceci, courbe qui est caractéristique d'une fonction qui varie, une fonction de x qui varie comme 1 sur x. Ici c'est P qui varie comme 1 sur V, ça. Voilà. Et on appelle ces courbes-là, on les appelle isothermes de gaz parfait. Alors ça, c'est l'isotherme de gaz parfait. Une première température, une température plus élevée, on a une nouvelle isotherme, un nouveau isotherme qui est celui-là, ainsi de suite. Voilà. Alors si on met tous ensemble tous ces lois de Charles, Gay-Lussac et de Boyle-Mariotte, là, ces observations dont je viens de parler, c'est la loi de Boyle-Mariotte. C'était établi par Boyle et Mariotte séparément, et c'est appelé loi de Boyle-Mariotte. Donc si on met tous ensemble ça, la loi de Charles, Gay-Lussac et Boyle-Mariotte, eh bien on obtient la loi des gaz parfaits. P égale nRT sur V, ou bien RT sur V bar étant le volume molaire du gaz. Donc V bar est égal à V divisé par le nombre de moles petit n ici de gaz. Ça peut aussi s'écrire sous la forme que vous connaissez mieux. PV égale nRT, comme on avait vu tout à l'heure. C'est la même chose. Et c'est une loi des gaz qui s'applique quand le gaz est suffisamment dilué ou bien encore à suffisamment haute température. Alors pour que des pressions assez faibles ou bien des températures assez élevées, les gaz se comportent comme des gaz parfaits et cette loi des gaz parfaits établie par Charles Gay-Lussac et Boyle-Mariotte s'applique bien dans ces conditions-là.
le fait que N apparaît là n'est pas une loi comme telle. C'est un principe plutôt qui, en d'autres termes, c'était déduit par raisonnement. Et ce principe est appelé principe d'Avogadro. Vous avez vu tout à l'heure ces courbes-là, qui sont des isothermes de gaz parfait. Si on les rassemble, toutes ces courbes correspondent, tous ces isothermes correspondant à différentes températures, et avec la température qui varie continuellement, comme ça, eh bien, on obtient une surface comme ça. Et sur cette surface, si on prend, voilà, ici c'est le volume, et là c'est la pression, donc à une pression fixée, donc la section de cette surface-là par un plan défini par une valeur de la pression fixée, ce plan-là par exemple, ou bien ce plan-là, donne une courbe qui est indiquée en bleu ici, c'est une droite, c'est la droite qu'on avait vue tout à l'heure qui décrit la variation du volume en fonction de la température pour une pression fixée. Pour chaque pression fixée, on a une droite. Alors voilà, c'est ce genre de droite-là. Voilà, cette figure reprend ce que j'étais en train de dire. Donc ça, c'est la surface que vous avez vue tout à l'heure. Ici, hein, cette projection, cette carte en bleu avec ces courbes en bleu ici, ce sont des isothermes de gaz parfait, donc pression en fonction du volume à différentes températures, n'est-ce pas? Alors tandis que la projection ici, ou bien plutôt cette projection-là en bas, c'est ce que je vous avais décrit tout à l'heure, ce sont ces droites que j'ai décrites tout à l'heure, obtenues par la section des plans définis par des valeurs constantes de la pression avec cette surface-là, loi de Charles-Gay-Lussac. Tandis que si on regarde maintenant la section de cette surface par des plans définis par des valeurs du volume fixé, eh bien, on obtient ces droites-là en rouge et qui, portées en 2D, nous donnent ces droites définissant la variation de la pression avec la température. Et alors, à partir de ces relations-là, on peut obtenir des relations très simples utiles dans des calculs. Donc, un volume constant, donc pour chaque valeur du volume qui est constant, par exemple ça, on a une droite nous permettant de tirer une deuxième pression à partir de la valeur de la première pression, hein, qui est définie et est associée à une première température TI ici. Et si on se donne une température appelée température finale, TF là, la pression à cette nouvelle température est reliée à la pression à la première température tout simplement par cette règle de 3.